باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسم الحكومة الجزائرية، لقد ثبت تاريخيا وبكل موضوعية أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا، وذلك منذ استقلال الجزائر. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, une émission spéciale est consacrée au fait du jour, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Dès aujourd'hui, ce mardi 24 août 2021, une décision souveraine annoncée par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, qui a animé une conférence de presse cet après-midi. L'Algérie dit stop aux agressions répétées du Maroc après plusieurs avertissements et des tentatives d'appeler à la sagesse et au respect des accords de bon voisinage. La diplomatie algérienne réagit de manière ferme et c'est en tout cas ce que nous allons voir avec nos invités qui sont avec nous ce soir. Un petit tour de table, pour l'instant vous êtes tout seul. Bonjour, bonsoir Monsieur Djemal Boukrine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Partagera avec vous tout à l'heure Monsieur Mohamed Koussi, donc directeur général d'El Moudjahed, qui se joindra à nous, vous qui êtes journaliste. Et nous joindrons également par téléphone le politologue Mhend Merkouk, et également parmi nous Hassan Qassimi, spécialiste des relations internationales par téléphone. Bonsoir messieurs. Vous nous recevez bien? En tout cas, je sais que vous êtes parmi nous, on vous entend toujours pas, mais en tout cas, vous serez avec nous tout au long de cette émission spéciale consacrée aujourd'hui, comme on le disait, aux faits du jour. Alors, Djemal Boukrine, donc vous qui êtes journaliste, première question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous vous attendiez à une telle réaction? Je crois pouvoir dire qu'à la lecture du dernier communiqué du Haut Conseil de sécurité, cette rupture était dans l'air. Et je pense que s'il n'a pas été expressément dite dès le premier jour, c'est que quelque part, on a laissé une issue, une porte de sortie au Maroc pour qu'il puisse à la limite faire acte de repentance et présenter et faire son mea culpa. Du temps depuis s'est écoulé, le Maroc n'a pas réagi. Et après avoir attendu donc un moment, un délai, l'Algérie a décidé donc de faire ce qu'il fallait faire dès le départ, à savoir cette rupture de relations. Parce que les actes dont a été l'auteur le Maroc ne sont pas des actes de bon voisinage, mais des actes qu'on peut assimiler à pratiquement des déclarations de guerre. Et au cours de son intervention, Boukrine, Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, est revenu sur les événements qui ont marqué les relations algéro-marocaines au cours des dernières décennies, depuis 1963, depuis la guerre des sables, des relations marquées par une animosité sans cesse entretenue par le Maroc, et ce depuis 1963. Vous êtes toujours avec nous, Hassan Qassimi? Alors, il nous rejoindra tout à l'heure, notre spécialiste des relations internationales par téléphone. Boukrine, des relations plutôt très tendues, qui ont toujours été très tendues. Les relations entre l'Algérie et le Maroc n'ont jamais été au beau fixe, depuis 1963. Et M. Lamamra, tout à l'heure, a fait pratiquement une lecture du chapelet des ingratitudes, des coups bas et des agressivités continues du Maroc depuis 1963 à aujourd'hui. Donc la dernière, c'était l'offre d'une tribune au ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste. M. Lamamra, tout à l'heure, avait omis de signaler que durant la décennie rouge, le Maroc avait offert le gîte et le couvert aux groupes armés terroristes. Donc, pour les actes du Maroc en dehors donc de la guerre des sables, des déclarations, il y a aussi cette volonté de corrompre toute une jeunesse avec sa drogue. C'est aussi un acte hostile
qu'on peut assimiler à tous les actes de guerre entre pays, entre voisins. Alors, je pensais que vous allez continuer. Alors, ce que nous s'est joint parmi nous, eh bien, se joint à nous Hassan Qassimi. Vous nous entendez? Oui, je vous écoute, oui. Alors, je ne sais pas. Nous, on ne vous entend pas, mais je ne sais pas si vous nous entendez de votre côté. Moi, je vous écoute, et vous? Alors, dites-nous, Hassan Qassimi, sa décision était-elle attendue? Est-ce qu'elle représente une suite logique à l'orientation agressive, très agressive du Maroc à l'encontre de l'Algérie? Écoutez, avant de répondre à votre question, si vous permettez, je voudrais dire quelques mots. Dans des moments aussi difficiles, où les intérêts de la nation sont en jeu, alors dans ces situations pénibles et difficiles, je crois qu'il est nécessaire de rappeler que toutes les forces vives de la nation soutiennent le gouvernement algérien. Et nous applaudissons de toutes nos forces à la décision qui a été prise par le gouvernement algérien, et les hostilités et les menaces sous toutes ces formes qui sont en train de fonder contre l'Algérie doivent cesser immédiatement. L'Algérie a pris une mesure en toute souveraineté. L'Algérie a étudié toutes les informations avec les activités déstabilisantes de la et croyez que nous allons revenir à vous tout à l'heure très rapidement. La communication est très mauvaise, on s'excuse auprès de nos chers téléspectateurs ce soir. Djemal Boukrine, alors si on revient à l'historique, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères l'a bien énuméré, les incidents engendrés par le comportement du Maroc n'ont jamais cessé, à vrai dire. N'ont jamais cessé depuis 1963. C'est-à-dire, autant l'Algérie multipliait les mêmes tendus avec le Maroc et les différents voisins que nous avons, la Tunisie, la Libye, le Mali, le Niger, la Mauritanie, autant le Maroc n'a pas cessé de faire acte d'agressivité. Donc depuis 1963, et il y a eu 72-15, il y a eu 76, il y a eu le 94, il y a eu donc les années pendant lesquelles l'Algérie a vécu une décennie violente. Puis, ces derniers temps, c'était carrément une agression, et il a élevé le niveau d'agressivité. Il y a eu l'histoire des Nations Unies où son représentant s'est permis de faire une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie, donc de son voisin. Il y a eu cette affaire d'espionnage par le biais d'une entreprise, donc de l'entité sioniste, pour le compte d'un certain nombre de plusieurs services de sécurité, pas exclusivement marocains. Et puis, il y a eu donc, tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que l'offre d'une tribune à un pays tiers pour agresser verbalement un pays qui est l'Algérie. C'est une première dans les annales de la diplomatie, parce que traditionnellement, on s'adresse à un pays à partir de chez soi, pas dans un espace ou dans une tribune d'un pays tiers. Et aujourd'hui, le Maroc, donc, au lieu de s'assagir, au lieu de s'excuser, il est parti chercher de l'aide, non pas chez les voisins pour calmer les jeux, il est parti vers les pays du Golfe, et il a oublié tous les pays de la région qui, malheureusement pour le Maroc, ne l'ont pas soutenu dans sa démarche de parrainage de la candidature de l'entité sioniste comme membre observateur dans l'Union africaine. Oui, on en parlera davantage tout à l'heure. Aucun pays de la région,
n'a marché avec lui. Aucun pays de la région n'a adhéré aux dernières agressions marocaines. C'est ce qui me laisse croire que le Maroc les mauvaises intentions étaient bel et bien là. Finira bel et bien par faire acte de repentance, mais est-ce qu'il le fera à temps ou il le fera en retard? Parce que le peuple marocain, qui lui voit, les peuples du Maghreb ont vu aujourd'hui, à la lumière des déclarations de M. Lamamra, tous les bienfaits et tous les actes positifs de l'Algérie envers ses voisins et tous les actes négatifs du Maroc envers l'Algérie et envers aussi l'humain. On a toujours pensé, on a toujours aimé, on a toujours rêvé de la construction d'un Maghreb uni. Et aujourd'hui, on a vu, à entendre M. Lamamra, c'est-à-dire par la preuve par neuf, avec plusieurs arguments, bien sûr, à l'appui. Le Maroc est l'obstacle principal à la construction de cette unité, de cet État dont on rêvait plusieurs générations, à savoir l'édification d'un Maghreb comme les autres ensembles régionaux dans le monde. Des unions à travers les autres unions à travers le monde. Oui, parce qu'on ouvre, de temps en temps, l'Union européenne nous fait la remarque pour dire, qu'est-ce que vous attendez pour la construction? Aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu la réponse que c'est le Maroc qui est l'obstacle numéro 1. Et j'espère que les Marocains sauront tirer la leçon, parce que, avec cette rupture de relations, avec cette fermeture des frontières, les premiers qui vont pâtir, ce sont les Marocains qui habitent aux frontières ouest du royaume, qui, eux, avaient l'habitude de se nourrir avec des produits algériens. Aujourd'hui, l'avenir nous le dira, en tout cas, pour ce qui est de la réaction marocaine. Parce que le Maroc n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins sans le fameux trabendo, sans ce qui se prenait de l'Algérie pour nourrir la population, bien sûr en contrepartie de la drogue et de tout ce qui est nuisible à la santé et à la société. Alors nous allons joindre, j'espère la communication est de meilleure qualité. Hassan Qassimi, vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Très bien. Et vous m'entendez? Très bien, parfait. C'est parfait. Alors vous qui êtes spécialiste des relations internationales, quelle a été votre première réaction justement face à cette rupture? Et puis on pense tout de suite bien sûr aux Algériens qui se trouvent du côté au Maroc. Écoutez, ce n'est pas la première fois que ce qui arrive actuellement. Dans l'histoire de nos deux pays, il y a eu des situations sur le plan diplomatique qui ont été ponctuées par des éléments, des incidents, des conflits, mais je crois qu'avec le temps, la raison a prévalu. Mais ce qui arrive actuellement n'est pas quelque chose d'inattendu. C'est des événements que nous avons prévus depuis fort longtemps, et particulièrement, croyez-moi, depuis la normalisation entre la monarchie du Maroc et l'entité sioniste, nous nous sommes dit que les choses vont absolument évoluer dans le mauvais sens, et que le roi a été poussé par les lobbies sionistes sur une pente glissante sans issue. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Alors, les premiers enseignements que nous tirons, c'est que la décision qui a été prise par le gouvernement algérien est une mesure souverainiste. Personne nous a imposé une telle décision. C'est très très important. Ce n'est pas le cas de la monarchie du Maroc, dont presque toutes les décisions ont été imposées par des parties tierces et particulièrement par l'entité sioniste. Ce qui arrive actuellement, il faut le dire, est le résultat de la normalisation, ça on doit le dire souvent et assez fort, est le résultat de la normalisation entre l'entité sioniste et la monarchie. Croyez-moi que ce que nous pouvons dire à ce sujet, c'est que là où l'entité sioniste a sévi, les résultats ont été catastrophiques. Regardez au Moyen-Orient. L'entité sioniste a semé la zizanie, a semé le désordre, a semé le chaos,
Et le dernier exemple vivant que nous pouvons peut-être donner, c'est le conflit qui persiste et qui dure dans le temps et dont on ne voit pas de solution, c'est actuellement le Liban. Le Liban, c'est un État qui est en train de s'effondrer de manière progressive et croyez-moi que c'est l'entité sioniste qui est en train d'empêcher toute solution pour passer vers la formation d'un gouvernement au niveau de ce pays. Je vais vous donner également un autre exemple. Ce qui se passe entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. La zizanie entre ces trois pays, le feu a été allumé par l'entité sioniste qui veut absolument menacer l'existence de l'Égypte et du Soudan parce que une mauvaise répartition des eaux et de manière injuste du barrage de la Renaissance éthiopien voudrait dire une atteinte à la sécurité nationale de l'Égypte et du Soudan. Mais heureusement que notre pays a offert ses services grâce à la décision de M. le Président de la République, où vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères, M. Lamabra, qui a fait un long périple à travers plusieurs pays pour offrir les bons offices de l'Algérie, et il y a de bons auspices et il y a de bons signes pour qu'il y ait un règlement à l'amiable pour éviter toute situation qui pourrait se terminer par des hostilités militaires qui ne sont pas écartées, bien sûr. Mais ces actions de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité régionale sont très mal vues par certaines parties étrangères, partisanes des interventions étrangères, partisanes de la partition, partisanes du financement et de l'organisation de mouvements séparatistes et irrédentistes, comme c'est le cas chez nous, où on nous a fabriqué le fameux MAC qui ne représente que lui-même et qui veut parler au nom de toute la Kabylie. Et vous avez vu le soulèvement de la population en Kabylie dans une communion et dans une solidarité totale avec tout le reste du pays pour combattre les cellules et les mercenaires du MAC et du Rachad. Les décisions du Conseil de sécurité supérieure à ce sujet ont été fermes et courageuses et elles ont permis d'aller vers des solutions radicales pour éradiquer d'une manière définitive toutes les cellules du MAC ou du Rachad qui agissent dans la clandestinité sur le territoire national. Maintenant, croyez-moi, ce qui se passe au niveau des frontières ouest du pays, avec la fermeture des frontières, avec la rupture des relations diplomatiques, qui c'est le perdant dans toute cette situation? Le grand perdant, c'est le roi du Maroc, et c'est la population marocaine qui sera le plus pénalisée. Parce qu'aux frontières de l'Algérie, il y a le Maroc, il y a un peuple marocain, et malheureusement, c'est les lobbies sionistes qui veulent faire du Maroc une tête de pan pour déstabiliser et nuire à l'Algérie. Croyez-moi, et je vais vous dire une chose de très forte, c'est que l'Algérie de 2021 n'est pas l'Algérie de 1990. Et à ce sujet, je crois que le roi du Maroc est très mal informé, ou alors, dans un autre sens, il est sciemment mis sur une fausse piste et de fausses évaluations où l'Algérie risque de prendre des mesures économiques de rétorsion qui risquent de faire très mal à ce sujet. Tout à fait. Alors Hassan Qassimi, justement, vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'Algérie a été extrêmement patiente vis-à-vis du Maroc. Eh bien, je vous propose à vous, ainsi qu'à Boukrine, à nos chers téléspectateurs, d'écouter la déclaration de l'Amamra à propos de cette thématique. Regardez. كانت صبورة فيما يتعلق بهذه الأعمال المغربية التي أدت إلى اتخاذ القرار الذي أعلنت عنه اليوم. فبرهنت الجزائر أنها قادرة على أن تصبر، على أن تصمد، على درس الخطر، على أن تنبه ليس فقط الجانب المغربي بل بعض الدول الشقيقة كذلك التي سألتنا وتساءلت عن توتر العلاقات بهذه الطريقة الدرامية.
دائما وابدا الجزائر كانت تراهن على الأفضل، وكانت الجزائر تؤمن أن الجانب المغربي قد يحاسب نفسه ويراجع نفسه. كنا دائما وابدا نأمل أن يلتزم المغرب بقواعد السلوك الإيجابي المحترم للقانون الدولي المعاصر، وألا نصل إلى ما وصلنا إليه. Voilà, message clair, net et très précis. Hassel Qassimi, alors vous parliez tout à l'heure de ces deux organisations terroristes qui ont été impliquées également dans les derniers incendies de forêt qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de civils et militaires, ainsi qu'à impliqué également dans la mort du défunt jeune Djemal Ben Semaïl. Alors le lien avec ces organisations terroristes, le MAC et Rached, qui sont impliqués dans les feux criminels, est-ce qu'on peut considérer que ce sont ces événements malheureux qui ont poussé l'Algérie à hausser le ton et à réagir de manière plus radicale que d'habitude? Pas uniquement, madame. Ce qui arrive est un feuilleton malheureusement macabre qui a été écrit pas par le roi du Maroc, mais par des lobbies sionistes qui veulent faire ce qu'ils ont déjà fait au Moyen-Orient, à savoir transformer le Moyen-Orient et le Maghreb en véritable poudrière. Ils l'ont fait pour le Moyen-Orient. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu, comme par hasard, une flambée d'actions terroristes à travers le Al-Qaïda, le Daesh et d'autres organisations armées. Bon, c'est tout ce mouvement perversif qui s'est développé au Moyen-Orient est en train de se redéployer actuellement, malheureusement, grâce à l'entremise et à l'entraide du roi du Maroc. Il est en train de se redéployer vers le Maghreb. Alors, je voudrais une chose au sujet du Maghreb. Maintenant, il y a une tentative de balkanisation du Maghreb, de déstabilisation vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Les Libyens sont en train de s'entretuer depuis plus de 10 ans. La Libye et la Tunisie est entrée dans une phase d'instabilité pratiquement où l'Algérie souhaite de tout son corps et mobilise actuellement beaucoup de moyens pour éviter que ce pays aille vers l'irréparable et qu'il puisse un peu maintenir sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. Et il y a aussi d'autres pays qui sont menacés par l'entremise de ces lobbies sionistes qui sont fortement installés au Maroc. Il y a des tentatives de déstabilisation de la Mauritanie. Vous avez vu ce qui se développe actuellement au niveau de la région des trois frontières, ou qu'on appelle autrement la région du Laptico-Gourma, où on a les trois frontières du Niger, du Burkina Faso et du Mali. On est en train d'allumer le feu et c'est des centaines de morts tous les jours que nous déplorons au niveau de ces trois pays. Alors, dans tout ça qui est en train d'allumer le feu au niveau de toute la région, les commanditaires sont connus. Le roi du Maroc est le parrain avec tous ces réseaux de drogue qui sont en train de se développer au niveau de l'Afrique occidentale, au niveau des 14 pays de la CEDEAO, au nord du Mali, qu'on veut transformer en base arrière des réseaux de trafic de drogue, de cocaïne et d'héroïne. Et vous avez aussi les mêmes réseaux du Maroc avec toutes ces entreprises et ces associations qui sont en train de se développer dans le Sahel et même en Afrique australe. L'objectif, c'est de faire une mainmise sur tous ces pays, et ce processus, malheureusement, s'est aussi développé au sein de l'Union africaine, et vous avez vu qu'il y a une tentative d'OPA et de mainmise sur certaines institutions de l'Union africaine, notamment la Commission africaine, oui, qui a dernièrement donné le statut d'observateur à l'entité sioniste dans le dossier de demande d'un poste d'observateur a été rejeté plus de 3 fois par l'Union africaine. Que s'est-il passé lorsqu'on a attribué le statut d'observateur à ce pays? Croyez-moi qu'il y a eu dans les coulisses un gros travail de corruption, de soudoiement, et le dossier a été traité sans concertation préalable, et vous avez entendu les déclarations de tous les officiels algériens, notamment les déclarations de hautes personnalités africaines. Dernièrement, il y a eu une décision très très importante qui a été prise par les pays de la communauté de l'Afrique australe au niveau des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui ont émis une
très très fortes objections et des réserves à la décision de la Commission de l'Union européenne. À ce titre, j'interpelle pratiquement tous les pays de l'Union africaine pour réviser les conditions d'étude des dossiers importants et sur lesquels il faudrait absolument qu'il y ait l'unanimité pour éviter que de tels dérapages puissent se dérouler au détriment du continent africain. Maintenant, on revient au Maghreb, l'Algérie. Croyez-moi, madame, au sommet le plus haut de l'État algérien ne fera barrage à toutes les activités subversives de nature à déstabiliser la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Et c'est à ce niveau-là que l'Algérie dérange et que beaucoup de partis subversives qui servent des intérêts occultes n'ont pas intérêt à ce que l'Algérie revienne sur le plan régional de manière très forte pour défendre les intérêts des peuples, pour défendre la paix, la sécurité, la stabilité. L'Algérie ne défend pas uniquement le Polisario et le Sahara occidental, elle défend aussi les intérêts du peuple palestinien. Comme elle l'a fait dans le passé, elle a défendu toutes les causes justes et tous les mouvements de libération nationale en Afrique et ailleurs dans le monde. Et malheureusement, c'est cette doctrine panafricaniste, panarabe, éprise de justice, de paix, de stabilité qui dérange certaines parties subversives. C'est là le discours de notre ministre des Affaires étrangères quand il a invité le roi du Maroc à avoir le langage du cœur et de la raison. Nous attendrons les réponses prochaines du roi du Maroc. Et pour le moment, sur la table, tous les scénarios sont sur la table et l'Algérie prendra toutes les mesures correspondantes et de manière réciproque, et elle fera valoir en tout état de cause les intérêts de l'Algérie. Et pour cela, je dois dire une chose, que dans des situations où les intérêts de la nation sont menacés, la population, les forces vives de la nation sont derrière et soutiennent le gouvernement algérien. Tout à fait. Alors Hassan Qasmi, merci. Vous restez avec nous. Djemal Boukrine, alors pour ce qui est de la tentative du Maroc de faire pénétrer l'entité sioniste dans l'Union africaine, qui n'a pas marché, elle ne marchera d'ailleurs pas, puisque les États africains tiennent bien sûr à la cause palestinienne, tout comme l'Algérie, et c'est une position qui n'est pas prête de changer. La position africaine, comme tout à l'heure le disait M. Lamamra, le président palestinien est le seul qui prend la parole à l'ouverture des sommets africains, sont demandés la parole à la défense des États de chef d'État. Je crois pouvoir dire, donc, pour compléter ce que disait M. Qassemi, c'est que le couple Maroc-entité-sioniste veut faire plier l'Algérie. On en veut à l'Algérie de ne pas avoir normalisé avec l'entité sioniste. Et cette position de principe, ce soutien de l'Algérie donc à la cause palestinienne et aux autres causes, pas uniquement la cause palestinienne, il y a l'affaire du Sahara, il y a cette tentative donc ces bons offices de l'Algérie pour régler un problème qui n'est pas du tout simple entre les deux Soudans, l'Égypte et l'Éthiopie. Cette volonté de l'Algérie donc d'accompagner les Libyens dans leur réconciliation entre l'Est et l'Ouest, et avec bien sûr le Sud, dérange. Et le couple, donc, contre nature état-sioniste Maroc, n'est pas sa première action contre tentative de déstabilisation du tentative. Pays. Oui. Nous avons vu au niveau du Sahel un mouvement, c'était le Michao, qui était, tout le monde le savait, c'était un mouvement terroriste qui est activé dans la région et qui avait des ramifications avec le palais royal. Et nous avons vu tous les feux qui s'allumaient aux frontières. Nous avons vu cette tentative d'allumer un feu à l'intérieur donc de l'Algérie par cette histoire de reconnaissance des mouvements dits séparatistes ou indépendantistes. Donc tout ça, nous avons vu aussi la drogue, tout ça fait que
avait un objectif, c'est faire plier l'Algérie d'une manière ou d'une autre. Et ce retour de l'Algérie, ce refus de l'Algérie, cette jalousie de l'Algérie pour ce qui est de sa souveraineté, pour ce qui est de son indépendance, dérange. Parce que c'est un cas d'école. Parce que autant l'Algérie maintient sa souveraineté, autant les autres gouvernants, je parle dans le cas présent, c'est le cas du Maroc, se sont un peu mal à l'aise à l'intérieur. Parce que le peuple marocain, il a beau supporter, mais aujourd'hui, avec les conséquences de cette rupture des relations, le premier qui en pâtira, c'est le peuple marocain. Et avec toutes les difficultés économiques, avec probablement moins de quelques-uns de millions qui sont générés par le gazoduc qui traverse le Maroc, tout ça ferait que le Maroc serait bientôt dans une certaine gêne et je ne sais jusqu'où le mènera cet entêtement, cette volonté de faire plaisir à l'entité sioniste, alors que l'histoire nous enseigne que là où l'entité sioniste a essayé de normaliser, a essayé de faire ami-ami, nous avons vu l'Égypte, nous avons vu la Jordanie, nous avons vu ces pays, comment ils ont évolué juste après leur reconnaissance. Avec l'entité sioniste, vous n'avez rien en contrepartie de toutes les soumissions possibles et imaginables. Tout à fait. Alors, le Maroc a été le seul pays arabe nord-africain, justement, à être d'accord avec l'adhésion de l'entité sioniste en tant que membre observateur de l'Union africaine. Il a fait campagne, c'est encore mieux. Il a fait campagne. Et on a considéré sa promotion. La dernière, donc, le fait que le Maroc soit, enfin, l'entité sioniste soit membre observateur, comme étant un échec de la diplomatie algérienne. Voilà, on est arrivé un peu dans les délires. On est dans le délire pratiquement. On n'est pas dans la politique, dans la diplomatie. Présenter une entrée comme membre observateur comme étant un échec de la diplomatie algérienne, on ne peut pas être plus méchant et plus virulent que ça. C'est-à-dire c'est de la bêtise au sens élémentaire. Alors, c'est joint à nous Mohand Berkouk. Bonsoir, Mohand. Bonsoir, madame. Merci de nous accorder de votre temps ce soir. Alors, une nouvelle fait du jour, la rupture avec les relations, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Alors, votre réaction de prime abord? C'est une décision prévisible, attendue et très rationnelle, au vu premièrement de ces actes hostiles du Maroc qui ne datent pas de 2021. C'est des actes qui sont pratiquement incessants, récurrents depuis plus de 5 siècles. Monsieur Lamamra avait donné à guise d'exemple un certain nombre d'actes contre notre pays, mais il faut dire que le Maroc, en tant qu'acteur, serviteur du projet sioniste mondial dans notre région, dans notre sous-région, essaie à tout prix de déstabiliser non pas seulement l'Algérie, mais toute la région. On a essayé pendant des années à ne pas reconnaître la Mauritanie de 60-69. Il a essayé aussi de déstabiliser l'Algérie par la guerre des Sables en 63. Les campagnes médiatiques de 76 à 1979, le Hassan II qui voulait faire de l'Algérie un laboratoire du terrorisme, les plus de 1000 tonnes de hashish saisies par nos services de sécurité de défense. Il faut aussi dire que depuis 2013, il y a une stratégie de manipulation, d'intox, d'infoguerre qui est menée contre notre pays. Et on voit depuis plusieurs années aussi cette volonté marocaine de nuire à nos intérêts à l'international, mais aussi d'essayer de créer des conditions qui ne sont pas très favorables aux relations entre deux pays voisins, l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui, la décision algérienne, je disais, est rationnelle parce que elle répond à 3 exigences. La première, c'est une exigence de sécurité nationale, vu que ce pays ne cesse de fomenter des
stratagèmes et des projets de déstabilisation. Le dernier en date, c'est le 16 juillet 2021 par l'acte commis par le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. La deuxième chose, c'est cette volonté marocaine de devenir en quelque sorte une plaque tournante du sionisme mondial. On a vu par la présence au sol d'un certain nombre de militaires et d'agents de service de sécurité du Maroc, mais aussi de par l'utilisation, l'exploitation de programmes d'espionnage électronique type Pegasus, qui pourrait porter atteinte non pas seulement à la sécurité des communications, mais aussi à la sécurité nationale. Le troisième point, et c'est le point le plus important en ce moment, c'est que le Maroc pratique une politique de fuite en avant, croyant que l'Algérie ne pourrait pas prendre une telle décision, mais j'estime que cette décision aura un impact très lourd sur le Maroc et sur le rôle du Maroc, non pas seulement dans cette sous-région, mais aussi à travers le monde. Tout à fait. Alors justement, concernant l'Union pour le Maghreb arabe, ni dans les esprits, ni dans les textes, le Maroc ne semble intéressé. Bien au contraire. Je crois que le Maroc a dès le début pratiquement créé les conditions de la mort programmée de l'UMA. Depuis 1995, avec le gel des activités de l'UMA, quand le Maroc avait la présidence de l'UMA, on voit aussi que le Maroc, de par ses pratiques contraires à la logique intermaghrébine, a pratiquement créé des dissensions et des dissensus au sein de cette ère géoculturelle, et j'estime que on doit revoir non pas seulement les fondements de notre politique maghrébine, mais aussi peut-être reprendre les formules qui ont prouvé leur réussite et leur opérabilité pendant les années 80. C'est cet axe économique du moins, allant de Nouakchott à Tunis par l'Algérie, mais aussi d'essayer de créer d'autres éléments d'intégration maghrébine sans le Maroc. Parce que le Maroc est un pays non communicant. Il est pratiquement enclavé entre le Sahara occidental et l'Algérie et l'Atlantique et la Méditerranée. Et c'est un pays, malheureusement, qui a toujours agi à l'encontre des intérêts collectifs de ces pays. Aujourd'hui, il faut aussi dire que le Maroc souffre aussi sur le plan de l'analyse macro-stratégique en quelque sorte, au moins de 3 défaillances. La première défaillance, c'est son manque en indépendance décisionnelle, comme je disais, les services et les fils de la servitude stratégique dans ce projet occidental, mais aussi sioniste. Ça rappelait le discours de Hassan II en 1963, quand il disait que le Maroc s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'Occident. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, le Maroc a toujours été un instrument de la politique étrangère des grands États, notamment la France et le Maroc dans la région. Deuxième point, c'est ces problèmes économiques. C'est des problèmes macroéconomiques qui sont systémiques. Le Maroc vit en ce moment de 23% non pas de la rente en quelque sorte de l'asile du cannabis, de 6 à 8% du pillage des richesses minières du Sahara occidental, mais aussi c'est un pays qui est endetté, ou même surendetté par rapport à son PIB. Troisièmement, le Maroc vit un complexe d'infériorité envers notre pays. L'Algérie, c'est la première puissance militaire en Afrique du Nord. On est classé 27e à l'échelle mondiale. Le Maroc, il est à 53e, 54e place. L'Algérie est la première puissance économique dans la région. Notre PIB est supérieurement par deux par rapport au Maroc. Mais aussi, on est une puissance, non pas pas seulement par nos dimensions économiques et militaires, mais aussi par la force de nos principes. On a un socle normatif solide, un socle normatif qui guide nos positions en matière de politique étrangère. On le voit par rapport aux deux cas du Sahara occidental et de la Palestine, mais aussi en matière de construction de la paix et de la sécurité dans notre région,
en Afrique et à travers le monde. Et c'est ce qui fait vexer cette entité qui est au service du projet sioniste mondial. Et puis, donc, Mohamed Barkour, ça avait commencé déjà en 1963, lorsque le Maroc avait déjà trahi l'Algérie. Donc, c'était le début d'une longue série d'agressions et de trahisons, quelque part. Madame, quand on lit l'histoire, la première trahison de la monarchie marocaine a commencé en 1547. La deuxième, c'était avec le roi Mohamed Cheikh en 1554. La troisième, c'était avec la trahison d'Emir Abdelkader par le monarque Abdelrahman. Mais il faut dire que c'est pratiquement, elle fait partie de cette identité de la monarchie marocaine. C'est une monarchie qui a été toujours au service des puissants. C'était les Espagnols, puis les Français, puis les Américains. Aujourd'hui, c'est un projet sioniste mondial qui vise la reconfiguration de la région. Toute la région arabo-islamique, dans ce grand corridor stratégique conçu par les Américains, par Bernard Lewis et ses consorts. Donc, le Maroc essaye de jouer ce rôle. Le printemps arabe version 1.0 a échoué. Ils ont essayé la version 2.0, l'a échoué. Ils essaient par tous les moyens de créer des scénarios qui pourraient être instrumentalisés dans la déstabilisation dans notre région. L'Algérie est un pays on a essayé de déstabiliser après 1988, après le 15 novembre 1988, la date de la déclaration, la proclamation de l'État-palestinien en Algérie, par un projet terroriste mondial qui a aussi échoué. En ce moment, on a essayé pendant pratiquement 10 ans à affaiblir l'Algérie, non pas par des ingérences, mais surtout par une politique d'usure, une guerre d'usure, par une multitude de crises et de conflits à nos frontières. Aujourd'hui, elles essayent de créer des instruments de la déstabilisation par rapport à des éléments identitaires, soit par des pseudo groupes réclamant une quelconque division de ce pays ou une autre vision qui pourrait aussi par des ONG interposées. Heureusement que l'Algérien et l'Algérie a développé un sens d'immunité politique et sécuritaire assez important qui sera de tout temps un obstacle à tous ces projets. L'Algérie restera une Algérie souveraine, restera indépendante en matière en matière décisionnelle, elle restera aussi une citadelle de paix et de sécurité et surtout un État citoyen. Un État citoyen où l'Algérie est une république une indivisible et où tous ces projets failliront à leur dessein et que le Maroc, qui est au service des autres, vivra dans des crises que le peuple marocain, que seul le peuple marocain, malheureusement, payera très cher ces aventures mal calculées et mal rationalisées. Tout à fait. Donc l'Algérie est État souverain, toujours souverain et libre dans ses choix, contrairement à la monarchie du Maroc, donc qui n'a jamais été souveraine. Boukrine, alors le ministre des Affaires étrangères a également évoqué bien sûr le non-respect par le Maroc du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Maroc n'est pas à sa première bévue, même si, pour revenir au cas du Sahara occidental, Hassan II, donc, s'était engagé au moins à 2 reprises à respecter et à aider donc, les Nations Unies à organiser les Nations Unies, et à organiser le référendum. Mais à chaque fois, c'était la même rengaine, c'était la fuite en avant, et depuis 1975 à ce jour, nous sommes dans le même scénario. C'est le refus de reconnaître aux Sahraouis leur droit à l'autodétermination. Alors que le Maroc prétend respecter justement les résolutions onusiennes. Il n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Il n'a jamais respecté les décisions de l'Union africaine. Il n'a jamais respecté la parole qu'il donnait aux Sahraouis, parce qu'il avait donné sa parole aux Sahraouis et aux Espagnols. Aujourd'hui, le Maroc se sent fort de la fameuse reconnaissance de Trump.
de la marocanité. Mais ça, il a vite désenchanté quand l'administration américaine avait parlé de la nécessité d'envoyer un envoyé spécial des Nations Unies. Il avait désenchanté quand les Américains avaient dit qu'il faut respecter les décisions des Nations Unies concernant la tenue d'un référendum. Aujourd'hui, il joue avec l'entité sioniste qui lui promet monts et merveilles pour une raison très simple, c'est que le retour de l'Algérie sur la scène africaine dérange beaucoup de calculs dont M. Berkok en a fait part, parce que l'entité sioniste a divisé sur l'Afrique et notre travail, la diplomatie algérienne, qui est soucieuse de l'intérêt des peuples, de l'intérêt de la région, court-circuite un peu ces calculs malsains que le Maroc aujourd'hui sous-traite pour le compte de l'entité sioniste. Mais le Maroc, ce qu'il oublie une chose, c'est qu'avec le retour de cette diplomatie algérienne en Tunisie, nous sommes en train d'accompagner la Tunisie donc, dans sa réconciliation, dans sa reconstruction. Nous sommes présents plus que jamais en Libye pour aider les frères libyens à aller vers les élections avant la fin de l'année. Nous sommes présents depuis 2015 au moins pour ce qui est du Mali. Nous sommes présents avec le Sahraoui. Autrement dit, au niveau de la région, le Maroc va se retrouver bientôt isolé, encerclé par des pays amis de l'Algérie. Et là, je me demande qu'est-ce qu'il pourrait bien faire quand il va se retrouver encerclé. Va-t-il renoncer, comme l'a fait Hassan II à un moment donné, il avait postulé pour une adhésion à l'Union européenne, c'est-à-dire carrément changer de continent. Et là, c'est typiquement propre donc, à une manière de gérer, à une manière de gouverner des Makhzen qui ne se soucie que des intérêts de ceux qui le commanditent. Parce que le Maroc n'a jamais été, depuis son indépendance, enfin depuis l'indépendance formelle, n'a jamais été souverain. Qui ne fait qu'exécuter au final. Il a toujours dépendu, il a toujours exécuté les ordres, soit de la France-Afrique, soit maintenant c'est les ordres que lui donne l'entité sioniste. Eh bien, une décision en tout cas de l'Algérie qui a été très ferme, donc rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. Et là, je m'adressais à vous, Mohamed Berkouk. J'imagine que c'est une décision qui aura des retombées, de grosses retombées en termes d'alliance dans le monde. En termes d'alliance, notamment dans la région, mais il faut dire que l'Algérie, en prenant cette décision que je qualifie de rationnelle, de réfléchie, de justifiée et d'attendue, aura aussi à exécuter un certain nombre de plans d'action pour notamment contrecarrer les manipulations prévisibles aussi de la monarchie marocaine, notamment envers le GCC, donc le Conseil de coopération du Golfe. De Monsieur Lamamra dans cette conférence de presse a fait référence à la médiation saoudienne de 1988 pour dire que on est soucieux de préserver nos relations avec tous les pays, notamment les pays frères, mais il faut dire il faut aussi reconnaître que le Maroc a dépassé toutes les limites et a frôlé toutes les lignes rouges. Deuxièmement, en ce qui concerne Madame les retombées diplomatiques, on verra sur le plan africain aussi des avancées importantes de notre pays, notamment en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental. Déjà, on a vu dans les mois passés déjà deux retraits de deux pays, le Burundi et la Zambie, en fermant leur soi-disant consulat dans les territoires occupés. On voit aussi des positions
internationales très favorables à la question sahraoui, notamment les décisions prises par l'Allemagne le mois de décembre passé, qui ont permis au Conseil de sécurité de confirmer le statut juridique et historique du Sahara occidental. Il faut aussi dire que dans l'avenir, on verra aussi un jeu de présence et de puissance dans cette région, notamment en ce qui concerne la volonté de voir soit les États-Unis, la Russie, la Chine, même l'Union européenne, peut-être revoir consolider des positions, mais aussi consolider leur présence, notamment économique, par rapport aux puissances émergentes. Mais le dernier point qui est très important, madame, c'est par rapport à l'impact sur la politique étrangère du Maroc. L'impact de cette décision sera visible et important. Premièrement, ça discrédite tous les discours marocains en matière de facteurs de paix et de sécurité au vu des différents schémas qui ont été présentés par notre pays pour argumenter cette décision. Deuxièmement, le Maroc ne pourra plus disons, avoir cette ambition de construire une quelconque entité sous-régionale sur l'Algérie. L'Algérie est devenue, comme disait Jamel, un acteur incontournable, pivotal dans cette région. Avec notre rôle constructif dans l'Afrique du Nord, mais aussi au Sahel, en Afrique, nos relations de plus en plus denses et positives et constructives avec la rive nord de la Méditerranée. Notre rôle, nos partenariats stratégiques importants avec les acteurs essentiels de ce monde, soit la Chine, la Russie, dans la région méditerranéenne, mais aussi la vision lucide, la vision rationnelle de notre politique étrangère qui sera d'un apport important pour la stabilité, la paix et la prospérité en Afrique du Nord et au-delà. Tout à fait. Alors, Mohamed Berkouk, vous restez avec nous. Alors, je vous propose d'écouter une partie de la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui n'a pas manqué de souligner la connexion entre le Merzen et les deux organisations terroristes, à savoir le MAC et Al-Ached, rappelant bien sûr l'affaire d'espionnage israélienne Pegasus, donc qui a servi à espionner des citoyens responsables algériens. Regardez. تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين بماك ورشاد اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عدد من ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن إسماعيل تغمده الله بواسع رحمته. ومن جانبها فإن الفضيحة التي لا تقل خطورة عن سابقتها والمتعلقة ببرنامج بيغاسوس قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل أجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة هذه التكنولوجيا الإسرائيلية. Une affaire d'espionnage, bien sûr Pegasus, donc qui a servi d'espionner citoyens et cadres algériens. Boukrine, donc un véritable scandale et un comportement totalement indigne pour un pays voisin. C'est un pays indigne, c'est un comportement qu'on a rarement vu dans l'histoire. Et il n'y a pas que les Algériens qui ont été espionnés, il y a un certain nombre de responsables européens. Donc, c'est une effronterie
c'est une violation de tous les usages de bon voisinage ou tout ce que vous voulez, parce qu'on n'a pas idée donc d'espionner des responsables, de simples citoyens, pour on ne sait quel dessein. Parce qu'on ne sait pas encore quel est le commanditaire, parce qu'il y a un crime qui a été commis, à qui profitera ce crime. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne met que des hypothèses. Est-ce que c'est le Makhzen? Est-ce que c'est le service marocain? Est-ce que c'est l'entité islioniste, parce que l'entreprise logicielle est israélienne? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que dans les relations internationales, c'est un fait peu anodin qui restera un point noir dans la politique marocaine, la politique étrangère marocaine. Parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, le Maroc devrait répondre un jour, tôt ou tard, un jour, devant un tribunal pour cette agression, pour cette violation donc des discussions qui sont privées, qui sont normalement préservées par le droit international. Une affaire peut-être liée quelque part avec la connexion entre le Makhzen et les deux organisations terroristes, à savoir le MAC et Rached? Tout est possible. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je sais une chose, cet acte, c'est un acte de guerre. On n'espionne pas son voisin pour le plaisir de l'espionner. On l'espionne pour un dessein bien précis. Parce que là, il a mis des moyens pour l'espionner. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté de la technologie, ça a coûté des compétences. Donc il y a quelque part quelqu'un qui a commandité, il y a quelque part quelqu'un qui en bénéficie, ou là, qui voudrait en faire tout ou tard usage donc, de ce qu'il a récolté comme communication. Tout à fait. Mohamed Berkouk, parlez-nous du lien qui peut exister entre l'affaire Pegasus, l'affaire d'espionnage israélienne, avec la connexion qu'il peut y avoir entre le Maroc et les deux organisations terroristes, à savoir le MAC et Rached. Je peux voir le lien dans un cadre de stratégie de déstabilisation, madame. Donc là, cette stratégie de déstabilisation est basée sur un nombre de dimensions. La première, comme je disais depuis 2013, c'est cette campagne d'infoguerre, ou cette infoguerre contre l'Algérie avec une armée d'infoguerriers qui vise essentiellement de nuire à l'image, mais aussi de nuire à la stabilité de notre pays. Donc le Pegasus est un instrument technique dans une guerre électronique, dans l'espionnage électronique, contre les pays, comme Jamel disait, l'Algérie, la France, autres, mais ça s'inscrit dans cette stratégie. Troisièmement, la dimension acteurs entre guillemets, qui sont financés, parrainés par le Maroc, je dirais le Maroc, non pas seulement le Makhzen, mais plutôt le royaume chérifien du Maroc, qui essaie essentiellement d'utiliser, comme je disais, deux éléments identitaires par des mercenaires de la politique pour essayer de nuire à la fois à la stabilité du pays, mais aussi d'essayer de semer des grains non féconds pour déstabiliser la nation par rapport à une région, par rapport à un projet de société. Heureusement que ces deux groupuscules terroristes n'ont aucun ancrage sociétal, mais ce sont des groupuscules qui sont aussi liés à d'autres projets, non pas seulement marocains, mais marocains, israéliens. Il faut dire que le MAC et son chef de file sont parrainés et financés et soutenus par l'entité sioniste, et le Maroc, juste avoir leur vidéo de propagande pour vérifier que ce programme est un programme qui est pratiquement lié au Maroc, à la monarchie marocaine, à l'entité sioniste, mais aussi un projet sioniste mondial qui vise la déstabilisation de la région. Pour ce qui est de l'autre entité, de groupuscule terroriste, c'est ce qui est aussi dans cette volonté de voir
une autre déstabilisation par la voie doctrinale, mais aussi par une servitude et dans un schéma de déstabilisation. Aujourd'hui, nos textes de loi sont clairs, nos engagements, les engagements institutionnels sont clairs et l'engagement citoyen est aussi clair pour déjouer tout plan de déstabilisation. Et aujourd'hui, avec cette décision rationnelle et justifiée, j'estime qu'on a pratiquement lancé de nouveaux jalons dans notre stratégie d'action collective pour une stabilité systémique de l'État algérien, mais aussi pour plus de stabilité dans notre sous-région. Et puis, merci. Barkour, vous restez avec nous. Alors tout cela, Monsieur Boukrine, sans qu'à aucun moment le Maroc ne présente officiellement des excuses à l'Algérie. Parce que ce n'est pas du tout dans leur volonté. Tout à l'heure, je le disais que quand il y a eu le premier communiqué, le communiqué du Haut Conseil de sécurité, on s'attendait plus ou moins à ce que le Maroc saisisse la perche. Parce qu'il y a eu une dénonciation, il y a eu... on a exprimé notre mécontentement, mais on s'attendait plus ou moins, on espérait plus ou moins que le Maroc saisisse cette occasion et fasse des excuses. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et le fait de ne pas le faire veut dire une chose. Soit il ne connaît pas ses intérêts, soit il n'est pas maître de sa décision. Et là, le premier qui en pâtira, ce n'est pas l'Algérie, c'est le Maroc. Parce que le Maroc, d'une manière ou d'une autre, cette rupture des relations diplomatiques lui coûtera énormément. Au niveau économique et aussi au niveau international, au niveau des relations internationales, parce que le monde maintenant va s'intéresser davantage au comportement du Maroc avec ses voisins. Quand les diplomates, les chancelleries vont toutes réaliser que le Maroc espionne ses voisins, offre ses tribunes à des pays tiers, s'ingère dans les affaires des voisins, les chancelleries tireront d'elles-mêmes les conclusions qui s'imposent. Et les conclusions qui nous intéressent, nous, en premier lieu, c'est celles de nos voisins. Je pense que les pays de la région seraient amenés, d'une certaine manière, à consolider davantage les relations avec l'Algérie, qui, elle, qu'on le veuille ou non, l'État central, l'État pivot en Afrique. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 3 en Afrique, Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Ça, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'on ne veut être un pays pivot, nous sommes un pays pivot. Nous avons eu quelques difficultés à un moment donné, parce qu'il y a eu le terrorisme, il y a eu quelques crises internes, mais l'Algérie est réellement, définitivement, un pays pivot. Et son retour sur la scène internationale, je le disais tout à l'heure, dérange énormément. Et le Maroc, qui veut être un peu comme la grenouille qui veut être aussi grosse qu'un bœuf, il n'a pas les moyens qu'a l'Algérie en Afrique, avec toute l'aide et tous les conseils que peuvent lui prodiguer les boîtes de communication israéliennes et autres. Au Sahel, où il veut être malgré lui, comme il n'a pas de frontières, il ne pourra jamais jouer un rôle au niveau des pays du Sahel. Donc, je ne parle pas de la Tunisie et de la Libye, oui, où il est à 3000 km. Alors, donc, l'Algérie est et restera le pays pivot que le Makhzen veuille ou pas. Oui ou non, tout simplement. Alors, Mohamed Barkouk, vous êtes toujours avec nous ? Oui, absolument. Alors, Ramtal Mamara, le ministre des Affaires étrangères, a également évoqué des questions d'ordre international, notamment le Sahel, région très stratégique pour l'Algérie. Justement, après la rupture des relations avec le Maroc, quel sera éventuellement l'impact sur la sécurité du pays, du Sahel, et notamment le Mali ?
Bon, le Maroc n'est pas un pays frontalier du Sahel. C'est le Sahel occidental qu'il est. On est un pays sahélien, comme l'a qualifié M. Lamamra. Aujourd'hui, il faut nous rappeler que le Moudjaou, dont a parlé mon ami Jamel, a été créé. C'est le Moudjaou, c'est le mouvement d'unité du djihad en Afrique de l'Ouest. Ses premières actions n'ont pas été nées en Afrique de l'Ouest ni au Sahel, mais c'était contre l'Algérie, Tindouf, Tamarasset et Ouegda. Il faut aussi dire, madame, que le Maroc finance d'une manière indirecte le terrorisme au Sahel par le biais du trafic de drogue. Il faut dire aussi que le Maroc a pratiquement a essayé d'intégrer la CEDEAO au début de 2011 par le biais de la France et de quelques pays de l'Afrique francophone, mais elle a échoué. Troisièmement, il faut dire aussi que le Sahel est une zone où le rôle de l'Algérie est reconnu, un rôle de stabilité, un rôle de construction de la paix. Algérie qui a toujours préservé d'excellentes relations avec ses voisins au sud, et a toujours respecté les souverainetés et l'intégrité territoriale de ses États, a aussi été à l'origine de l'ingénierie au moins de 3 ou 4 accords de paix au Mali, 90, 95, 2006, et celui de 2015 qui est reconnu comme étant un texte d'orientation justement pour une sortie de crise dans ce pays. Il faut voir que notre rôle dans cette sous-région était aussi un rôle de construction d'une dynamique de développement, notamment par la construction des capacités de ces États, l'aide et la solidarité pratiquement systématique envers ces pays, mais aussi et surtout c'est notre rôle en matière d'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme, vu l'expertise algérienne dans ce domaine. Et en dernier lieu, il faut souligner aussi notre rôle dans cette volonté de voir la Libye, qui a été quelque part à l'origine d'un certain nombre de crises au Sahel, retrouver sa paix intérieure, sa réconciliation, et aussi cet accompagnement pour réussir les élections du 24 décembre 2021, 70e anniversaire de l'indépendance de la Libye. Donc, il faut dire que notre rôle, c'est un rôle qui vise essentiellement la paix, la stabilité et le développement, mais aussi qui essaye de créer ou de développer un épisystème de sécurité collective dans cette région pour la prémunir de crises potentielles, vu leur statut de PMA. Ces pays sont des pays moins avancés. Le Niger, c'est le dernier pays au monde en matière d'IDH, en matière d'indice de développement humain. Le budget militaire collectif aux 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, est moins de 750 millions par an. Il faut dire aussi que ces pays de la région sont aussi malheureusement dépendants de la France, l'ancienne puissance coloniale, non pas seulement en matière de finances, de culture, de langue, mais aussi en matière d'apport décisionnel dans le domaine de la sécurité et de la défense. Merci, Mohamed Belkhouk. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes politologue. Belle soirée à vous. Merci à vous, madame. Merci. Nous allons justement nous adresser à Hassan Qassimi avant de clore cette émission spéciale. Hassan, vous êtes toujours avec nous? C'est pas grave. Donc, on le remercie quand même. La communication est de mauvaise qualité. On s'excuse pour la qualité de la communication téléphonique. Alors, Boukrine, après, avec cette rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, l'Algérie raffermira-t-elle, oui ou non, ses relations avec les autres pays, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie? Cela va de soi, c'est la théorie des vases communicants. Oui. Et puis, la matière horreur du vide. Nous sommes déjà avec la Tunisie assez proches. Oui. Nous accompagnons la Tunisie donc, pour le règlement de ses problèmes internes. Nous sommes très présents avec les Libyens pour les accompagner, donc, pour se réconcilier et aller vers les élections, maintenant que les deux partis, Trabelsi et Benghazi, sont d'accord pour le principe d'aller vers les élections. Bien sûr, au Mali,
les accords de Bamako, les accords d'Alger. Aujourd'hui, à la différence d'il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui, nous avons les différents mouvements du Nord qui sont d'accord pour redémarrer toutes les négociations sur la base des accords d'Alger. Bon, nous sommes présents avec les gens du Niger, avec le Niger, avec la Mauritanie, nous étendons maintenant notre champ d'action, notre profondeur, si vous voulez, stratégique, vers le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Nous sommes présents. Là où nous apportons la bonne parole, si vous voulez, nous apportons des relations de bon voisinage, nous encourageons. Et là où nous pouvons construire. L'Algérie est un pays qui veut construire, l'Algérie est un pays qui construit, qui se construit, et ce n'est pas un pays qui cherche nuance à ses voisins ou à qui que ce soit. À la différence, bien sûr, de notre voisin, qui n'a pas cessé, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 1963, de nous chercher donc, des problèmes et donc créer, parfois, quand il n'en trouve pas. Et aujourd'hui, que l'Algérie nouvelle est là, se construit, avec ce qu'on vient de voir juste après les incendies, cette cohésion, cette solidarité, donc ce front interne qui est en train de se faire, parce que donc, cette volonté de s'unir autour d'un pays qui s'appelle l'Algérie, cette volonté de reconstruire l'économie nationale, ne feront à la longue que nous donner cette dimension que nous aurions toujours dû avoir, à savoir un État stabilisateur, un État pivot et probablement prochainement un État émergent comme le Brésil, comme l'Inde et autres, parce que nous avons les capacités, nous avons le potentiel humain, matériel et financier. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Djemal Boukrim. Je rappelle que vous êtes journaliste. Alors, nous allons rapidement finir avec Hassan Qassimi. Vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous, oui. Alors, Monsieur Qassimi, vous qui êtes spécialiste des relations internationales, nous parlions avec Monsieur Boukrim, ici présent, du renforcement des relations de l'Algérie avec les autres pays du Maghreb. Oui, effectivement, l'Algérie a déjà de très bonnes relations avec tous les pays du Maghreb, à l'exception de la monarchie du Makhzen. Maintenant, il faudrait absolument... Bon, j'écoute. Allô ? Oui, on vous entend. Donc, il faudrait absolument mettre en évidence un élément important qui est en train de se développer au niveau de la cour du roi. Nous assistons actuellement à une monarchie finissante et à une fin de règne qui se manifeste par une politique sur des affaires étrangères marocaines tout à fait fébrile, intempestive, infantiliste et irresponsable, qui explique maintenant pourquoi le Maroc pratiquement se met beaucoup de pays sur le dos. Il a ouvert les hostilités contre l'Espagne, il a déclenché des hostilités avec l'Allemagne, il a mis sous écoute toute la classe politique française, et ça, c'est un dossier qui est scandaleux. Et bien sûr, le roi du Maroc est à la recherche d'alliances au sein du Maghreb et dans le Sahel. Croyez-moi, je vais essayer de vous rappeler une décision importante qui a été dernièrement prise par le GAFI. Le GAFI, c'est une organisation intergouvernementale composée d'environ 250 pays dont la mission est de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Cette organisation, le GAFI, a inscrit le Maroc sur la liste noire pour financement du terrorisme et blanchiment d'argent. Et bien sûr, ce blanchiment d'argent et ce financement du terrorisme sont terrain de prédilection, et le Sahel, les pays de la CEDEAO
Et croyez-moi, le Maroc a toujours essayé de torpiller l'Algérie en que partenaire de médiation et de paix sur le dossier, souvenez-vous, sur le dossier libyen. L'Algérie a été parasitée et torpillée par des intermédiaires maroco-sionistes qui ont pesé de tout leur poids, mais ce lobbying malsain qui a été fait par la monarchie marocaine a lamentablement échoué. Maintenant, avec le dernier scandale, parce qu'il y a, il faut le dire, qu'il y a une succession de scandales, il n'y a pas que Pegasus, il y a les réseaux de drogue qui sont en train de faire connexion avec les réseaux de l'héroïne et de la cocaïne sud-américaine et sur lesquels le Maroc est en train d'organiser une véritable plateforme de déstabilisation de toute l'Afrique. Le Maroc, pour l'avenir, n'est plus en mesure de se présenter comme un partenaire d'intermédiation de paix dans la région. Merci beaucoup Hassan Qassimi. Merci de nous avoir accordé de votre temps précieux ce soir pour nous parler de toutes ces relations internationales. Eh bien, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée au fait du jour, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc dès ce mardi 24 août, une décision souveraine annoncée par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, qui a animé une conférence de presse cet après-midi. Merci à nos invités. Djamel Boukrine, vous êtes journaliste. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. On remercie également notre politologue Mohand Berkouk ainsi que Hassan Qassimi, spécialiste des relations internationales que nous avons tous deux contactés par téléphone. On s'excuse de la qualité téléphonique de la communication. Merci messieurs, merci à vous qui nous suivez ici et ailleurs. Je vous souhaite une très très belle soirée. À très vite.